Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un coup d'envoi inédit, particulier des compétitions des Jeux Olympiques de 2024 aujourd'hui à Paris avec les premiers matchs de football et de rugby à 7, soit 2 jours avant la cérémonie officielle prévue donc pour vendredi. Le Maroc, aux côtés des 205 autres pays, participe à cet événement prestigieux. Les 60 athlètes de l'équipe nationale espèrent obtenir des résultats notables, chacun dans sa discipline. Et rappelons-le, le Maroc a une histoire riche dans les Jeux Olympiques avec des athlètes qui ont marqué l'histoire, notamment dans l'athlétisme. Quelles sont les chances d'un revival de cet âge d'or pour revivre les émotions de 84 à Los Angeles lorsqu'un certain Saïd Eweta, certain Nawal Moutaoukil décrochaient l'or? L'attente ou les attentes sont énormes puisque Paris a déjà établi un record en vendant 8,5 millions de billets, le plus grand nombre jamais enregistré. L'occasion aussi pour nous ce soir d'évoquer les enjeux de ces Jeux dans un contexte local tendu politiquement et où les restrictions sécuritaires diverses font d'ores et déjà jaser. Pourvu que cela n'altère pas l'esprit des Jeux Olympiques, ce mélange de compétition, de camaraderie, de respect, de célébration de l'humanité dans toute sa diversité et dans le fair play surtout. J'accueille pour le débat de ce soir, c'est Aziz Daouda, bonsoir. Bonsoir Lila. Je rappelle donc que vous êtes directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme et je sens que vous attendez beaucoup de ces Jeux Olympiques, de ces JO de Paris. En tant qu'Africain, oui. En tant que Marocain, encore plus. Encore plus. Nous le sommes, en tout cas. C'est quelque chose que nous partageons tous, ça c'est sûr. Avec moi aussi, dans cet épisode de Questions d'Actu, 2 confrères, spécialistes bien sûr des questions sportives. D'abord de Deuxième Point Emma, Mohamed Hamza Achlaf. Bonsoir et bienvenue, chers confrères, sur le plateau de Questions d'Actu. Bonsoir et très content de vous retrouver ici. Ravi, si Hamza. Et avec nous depuis Casablanca, Mohamed Amin Amri, qu'on ne présente plus, du groupe Le Matin. Mohamed Amin Amri, bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir Khadija, bonsoir Hamza, bonsoir c'est Aziz. Toujours un plaisir de vous retrouver. Oui, surtout quand on se retrouve après une victoire, Mbrouk Ali Nabeda, Mbrouk Alikom, et une victoire arrachée au forceps face à l'équipe olympique argentine. Et qu'est-ce qu'on pouvait retenir de ce match très particulier, il faut le dire, un match qui a que trop duré. Et la finalité, c'est effectivement ce hors-jeu qui a finalement été confirmé et concédé. Alors, je vais faire un tour de table. Aziz Daouda, ce premier match de notre équipe olympique de football. C'était un match de football jusqu'à la fin. C'est à la fin qu'il est devenu particulier. Oui. Il a connu une fin véritablement, bon, après, disons, entre guillemets, dramatique, en fait, oui. Pour le drame. Oui. Bon, d'abord, il faut féliciter l'équipe du Maroc, qui a fait déjouer les Argentins. Ce n'est pas les Argentins qui n'étaient pas à la hauteur, c'est les Marocains qui se sont bien déployés sur le terrain, pour moi, ils ont parfaitement bien joué pour une entame de compétition. En toute sincérité, je suis très content du travail qui a été effectué par Skitivé, parce que ça se voit. On voit qu'il y a une identité, on voit qu'il y a des combinaisons. D'ailleurs, le but marocain, le premier but est d'une beauté, d'une intelligence invraisemblable. Très peu d'équipes sont capables de marquer des buts de la façon dont ça s'est fait. D'ailleurs, c'était tellement rapide qu'il fallait revoir l'action pour comprendre un peu comment ça s'était passé. Une talonnade, une passe, mais vraiment dans l'action, un joueur qui se présente exactement au moment où il faut. Ça se travaille. C'est l'équipe du Maroc telle qu'on aime la voir. Et probablement que c'est l'une des meilleures prestations de l'équipe olympique marocaine. De l'histoire. De l'histoire. Ouais. Extraordinaire. Amin Amri, donc, selon Aziz Daouda, c'était que vers la fin que, effectivement, cette rencontre est inédite. Est-ce que vous partagez cet avis ou vous partagez celui de milliers d'internautes, et je ne parle pas que d'internautes marocains, argentins aussi, qui disent, bon, l'arbitre... Voilà, il n'était pas très fair. Non, il faut dire les termes. Je pense que l'arbitrage a été désastreux aujourd'hui. Il a été très, très penchant envers l'Argentine. Et je pense que c'est très objectivement, on peut parler
d'un match rocambolesque où l'arbitrage a tenu un rôle central. Après, je retiens des choses positives dans l'attitude, dans le résultat, surtout parce que c'est notre première victoire aux Jeux Olympiques depuis 2004, depuis 20 ans qu'on attend cette victoire-là, et ça fait presque 50 ans qu'on attend de passer le premier tour, donc de bon augure. On commence du bon pied face à un favori de la compétition qui est l'Argentine, qui est double champion olympique en 2004 et en 2008. Non, je pense qu'on devrait retenir beaucoup plus les choses positives, mais il faut signaler, il faut souligner le manque d'organisation, notamment, qui a permis cette invasion du terrain à la fin du match, ce manque de cohésion, la confusion totale à la fin. Est-ce qu'il fallait le site de la FIFA a officiellement donné le match comme terminé. Le site de Paris 2024 a dit que c'était suspendu. Donc, il y a une confusion totale et je pense que des fois, on est un peu trop dur avec notre continent, notamment à la CAN, mais il faut croire que même pendant l'Euro, même pendant la Copa América et surtout pendant un événement planétaire comme les Jeux Olympiques, la confusion peut toujours arriver et c'est vrai que c'est inédit, c'est une situation inédite. Oui, heureusement que la confusion a pu prendre fin et puis quand même un match qui a duré déjà 105 minutes en temps normal, parce que 15 minutes quand même de temps mort, plus le temps qu'ils sont restés dans les vestiaires en attendant que la situation se calme. Et justement, le public est descendu, une partie du public est descendue sur la pelouse. Est-ce que l'équipe nationale olympique risque peut-être des sanctions après cela, Hamza Achlaf? Possible. Après, il y a tout un débat juridique, parce que le Maroc n'est pas la partie organisatrice du match. Oui. Donc voilà, mais peut-être qu'on risque des sanctions financières. Ça peut aller vers le huis clos. On va voir. Mais l'essentiel, c'est qu'on a gagné dans la souffrance. Oui. Dans la souffrance, il faut le dire. Il faut rappeler un peu tout le passif de cette équipe nationale olympique qui a été gérée depuis 2 ans à l'improvise. Un entraîneur, Aissam Charaï, appelé 4 mois avant la Coupe d'Afrique, puis licencié 3 mois avant les Jeux Olympiques, puis à Tariq Skitiwi qui n'avait pas les joueurs à sa disposition puisque une grande partie de ces joueurs sont des joueurs de l'équipe A avec Regragui, donc il n'a pas pu se préparer assez. Et pourtant, on a présenté une belle copie quand on prend en compte toutes ces circonstances. Donc voilà, bravo le coach et bravo aux garçons. Malgré des passages à vide, notamment en fin de match, mais il faut rappeler, c'est des jeunes. C'est des garçons entre 19 ans et 22 ans. Si l'on exclut les trois cadors, Mounir Mohamedi, Rahimi et Hakimi. Donc voilà, bravo à nous. Bravo, et surtout qu'ils ont été très soutenus et avec un public qui était vraiment, qui nous rappelait un peu cette ambiance de la Coupe du Monde, du Qatar. D'ailleurs, il y a un extrait des fans dans les rues de Paris, de Saint-Étienne pour être exact, qui chantaient à l'unisson l'hymne national. Je vous propose de regarder cet extrait. Nous reviendrons au débat juste après. ذكرى كل لسان بالروح بالجسد عطفة لبى نداء في فمي وفي دمها وكتر نور ونار إخوتي اليوم ليلنا سيا نشهد الدنيا أننا نحيا بشيار الله الوطن الملك. Merveilleuses ces images qui donnent les frissons et on se serait presque vu au Maroc, dans l'une des ruelles de Casablanca ou de Rabat ou d'une autre ville du Maroc. Et puis aussi, surtout, et il faut le dire, des fans qui sont là pour l'esprit du jeu,
pas pour autre chose, pas pour créer, en tout cas, on connaît la frénésie, bien sûr, des Jeux, mais en tout cas, on voit que tout se passe très calmement dans une ambiance bon enfant. L'histoire aussi de ces... Vous avez dû le remarquer aussi, les images des spectateurs marocains mêlés aux Argentins qui fêtaient ensemble, qui se concurrençaient un peu à apparaître devant la caméra, etc. Mais c'était bon enfant, c'est vraiment l'esprit des Jeux. Alors, il faut rappeler quand même que nous ne sommes pas encore... Enfin, les Jeux n'ont pas officiellement commencé, c'est-à-dire que la cérémonie officielle est prévue donc, pour vendredi. Bien sûr, aujourd'hui se sont joués des matchs et se jouent aussi des matchs de football et de rugby. Alors, pourquoi autant de controverses autour de ces JO de Paris? Mzachlev? Je pense que c'est le contexte. Un contexte interne en France, marqué par une crise économique, sociale, post-Covid. On sait que la France est un pays qui, dans sa culture, n'est pas dans la dépense, dans l'investissement pour organiser de grands tournois, etc. Donc il y avait toute une polémique. Et c'est un pays où le débat politique, public, se mélange au débat sportif, etc. Donc il y a cette tradition aussi. Mais il y a aussi ce contexte politique actuel en France, de bras de fer politique, etc. Et tout se mélange en France, on le sait. Ça peut partir d'une simple action de foot à une polémique qui peut déballer des discussions entre extrême droite et extrême gauche, etc., etc. Je pense que c'est tout le contexte. Et puis, il y avait des remarques sur la capacité de ce pays pour organiser pas le tournoi, mais les Jeux Olympiques, notamment la polémique autour de la Seine. Voilà, donc il y a tout ça. Et je pense que c'est ça les raisons. Derrière la polémique. Aziz Daouda, est-ce que c'est quelque chose de classique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on revit dans chaque édition des JO? Alors, les Jeux Olympiques, pour en avoir fait 6, j'ai quand même une petite expérience là-dedans. Ce que vous voyez de l'extérieur n'est pas ce que vous voyez de l'intérieur. Mais cette fois-ci, bien sûr... C'est-à-dire, expliquez-vous. Ce que vous voyez de l'extérieur. Nous, on suit les images. Ce qui se passe à l'extérieur aujourd'hui à Paris, c'est une sécurisation à l'excès qui dérange et qui pose beaucoup de problèmes aux Parisiens. La circulation, les QR, les ceci, les cela. Ça a eu pour conséquence que Paris est pratiquement déserté des Franciliens. Quasiment déserté. Il n'y a que ceux qui n'ont pas où aller qui sont restés là-dedans, parce que c'est quand même dérangeant de ne pas pouvoir circuler convenablement, de ne pas aller directement vers une place où vous avez l'habitude d'aller, parce que vous devez vous contourner une infrastructure. Ça va durer un mois, Oui, c'est parce qu'il y a les Jeux paralympiques après. Exact. D'accord. À côté de ça, ce qui est particulier à ces Jeux, c'est que je pense que les gens ont été très, très optimistes en pensant que ça allait être la ruée vers Paris. Ça n'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, le constat est fait. Les hôtels ne sont pas pleins à plus de 60%. C'est en deçà de ce qui est normal à Paris. C'est-à-dire hors compétition planétaire. Voilà, ça veut dire que les Jeux n'ont pas amené davantage de gens. Les restaurants peinent à faire des réservations parce qu'à cause justement de ces QR, en fait, de toute la sécurisation, ça indispose les gens, donc les gens ne vont pas dans les restaurants, etc. Donc il y a certains restaurants qui ferment, il y a d'autres qui vivotent et qui d'ailleurs commencent déjà à demander des compensations au gouvernement. Donc ça, c'est si vous voulez, la partie que l'on voit aujourd'hui parce que les médias en parlent. Mais sinon, on ne voit pas ça. Ce qu'on voit, c'est des compétitions bien organisées, etc. Mais les contraintes que subissent les sportifs eux-mêmes, les contrôles, les passages sécurisés, les contrôles à l'aéroport. Dès l'aéroport, vous vous sentez embrigadé d'une façon. C'est normal? Est-ce que c'est justement... C'est pas normal. D'où ma question. Les autres éditions auxquelles vous avez assisté, Si Daouda, les 5 autres ou les 6 autres, est-ce que c'était comme ça? Est-ce que vous sentiez... Ça a commencé en 84. Cette sécurisation outrancière, et c'est parti crescendo. Donc, à chaque jeu, il y a davantage de problèmes qui se posent aux sportifs. Est-ce que ça affecte l'esprit de l'athlète? Écoutez, ça fait déjà que les grands athlètes ne vivent pas quasiment dans les villages olympiques. Les grands athlètes, ceux qui veulent des médailles, etc., vont aller habiter ailleurs. Parce que l'ambiance... À leurs frais, enfin aux frais de... À leurs frais ou aux frais de leurs sponsors, enfin, toujours...
D'ailleurs, nous-mêmes, au Maroc, on faisait ça. C'est rare qu'on ait habité le village olympique en athlétisme, je parle. Ah oui, donc, c'est surtout qu'il y avait la controverse aussi sur les lits en carton, là. Oui, bon, les lits, mais c'est aussi le type de vie qu'on vous impose au village. Vous savez, cette restauration dans des hangars invraisemblables où vous êtes en train de manger alors qu'il y a du bruit autour de vous, il y a 3000 personnes, etc. C'est que pour manger, c'est que pour entrer, pour sortir, parce qu'il y a des checkpoints un peu partout dans le village, etc. Tout ça est pesant pour les sportifs. 10 500 athlètes présents et participants à cette 33e Olympiade. Et combien d'agents de sécurité? Voilà. Dans les 30 000. Oui. La France a fait appel à 43 pays pour aider à la sécurisation. Dans le Maroc. Le Maroc participe amplement à la sécurisation des Jeux. Il a participé sans même, il faut le rappeler 10 000 athlètes aussi. sans compter les staffs techniques et administratifs et la presse. En parlant du Maroc, le Maroc a été consulté d'abord. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin des ressources marocaines, je veux dire, sur place, comme c'est le cas des dizaines de pays qui participent à leur manière à la sécurisation de la capitale parisienne qui accueille donc ces JO, mais a été consulté sur les questions sécuritaires et c'est bien sûr en connaissance de cause que ça a été fait. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut ramener ces Jeux à leur dimension humaine. Ouais. Voilà. Pour que tout le monde puisse profiter justement de cet esprit dont vous avez parlé, mais qui n'a véritablement jamais existé, parce que c'est un leurre aussi que de parler d'esprit olympique et tout ça. C'est vraiment des slogans de... Vous avez pu déceler l'ironie dans la chute de mon préambule, quand même. J'ai compris. C'est pour ça que j'ai rebondi dessus. Parce que, bon, finalement, il y a deux types de sportifs là-bas. Il y a ceux qui y vont pour des résultats, qui ont un potentiel parce qu'ils sont au-dessus du lot, et il y a ceux qui y vont parce qu'ils ont été qualifiés et qui servent un peu de sparring partner aux autres. Parce que ceux qui vont gagner, on les connaît d'avance. Ça se limite à quelques sportifs connus dans chacune des disciplines. Et les autres sont là pour la galerie, pour la fête. Et d'ailleurs, ils font la fête au village olympique. Des fois, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le village olympique. Les gens qui fêtent, qui festoient, qui... Oui. C'est aussi l'esprit, hein. C'est un esprit de fête, les compétitions. Bon, après, effectivement, pas pour les athlètes, pour les gens qui vont regarder. Des fois, c'est dérangeant. Par exemple, un athlète qui se concentre parce qu'il a un match le lendemain ou une rencontre le lendemain et qui, à côté, a du bruit et des gens qui font du tapage nocturne jusqu'à une heure avancée, c'est quand même dérangeant. Absolument. Mais, Amil Amri, donc, ce sont effectivement des Jeux qui se tiennent dans des conditions, en tout cas dans un contexte particulier. Et quelque chose qui a attiré vraiment, ou qui a attisé ma curiosité, c'est qu'on a déjà des têtes d'affiche qui vont certainement se distinguer. Avant de parler de notre équipe quand même, ou de notre comité olympique qui compte une 60aine d'athlètes, qui sont les athlètes internationaux à suivre de près et qui vont certainement décrocher l'or? Quels sont d'abord les pays? Et puis peut-être quelques noms. Oui, tout d'abord un petit mot par rapport au contexte. J'ai eu l'honneur et la chance d'assister au JO de Tokyo et je peux vous garantir que côté contexte, quand on est dans une pandémie mondiale qui est à sa deuxième ou sa troisième vague, je doute qu'il y ait un contexte encore plus difficile. Mais oui, comme vous avez dit, il y a déjà, comme a dit Aziz, les Jeux Olympiques, les Olympiens peuvent se distinguer en deux catégories. Il y a les catégories élites qui sont là pour les médailles d'or. Il y a généralement 2-3 concurrents pour une médaille d'or dans chaque discipline et dans chaque catégorie. Mais il y a aussi tout le lot des sportifs, athlètes qui sont qualifiés, qui participent peut-être à leur seule édition des Jeux Olympiques de toute leur vie. Il y en a qui ont largement dépassé l'âge, il y en a qui ont 12-13 ans, par exemple, dans les épreuves de BMX, par exemple. Il y a une jeune fille asiatique, je ne me rappelle plus sa nationalité, qui a 13 ans à peine. Et voilà, donc il y a cette particularité des JO, mais dans le lot des athlètes, il y a une petite crème, une fine croûte, on va dire, de joueurs, de sportifs d'élite. Je suis en train de penser par exemple à Rafa Nadal qui a confirmé sa participation, Carlos Alcaraz au tennis aussi. On pense à Jon Rahm qui est le numéro 1 mondial au golf, mais il y a aussi des nations entières qui sont entre guillemets destinées à occuper le podium des médaillés. Je pense aux États-Unis, je pense à la Chine.
Avant, c'était la Russie, mais maintenant, cette troisième place est un peu vacante. Donc, elle est plus ou moins occupée par des nations européennes qui sont bien distinguées. Il y a l'Espagne Parce que la qui arrive Russie, aussi. justement, a été interdite. Les athlètes russes ont été interdits de participer à ces JO à cause de la guerre en Ukraine. Petit Non, rappel, entre guillemets. il ne faut jamais, il ne faut pas se leurrer, comme a dit C'est pas pour... sous bannière Ils ne participeront de pas, c'est réfugiés. certes. Je vois mal un Russe faire une compétition et une course sans son drapeau, c'est pas possible. Mais comme a dit Aziz, les Jeux Olympiques, il y a les slogans, il y a les messages, il y a les idéaux. C'est bien de les avoir, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. Mais il y a aussi la réalité. La réalité est que nous vivons dans un monde entièrement mondialisé, entièrement globalisé. Ça veut dire que le contexte économique, social, géopolitique intervient dans tous les champs d'action, qui plus est lorsqu'il s'agit d'événements planétaires comme la Coupe du Monde, comme les Jeux Olympiques, comme les championnats du monde d'athlétisme, comme les Jeux Olympiques d'hiver. Tout ça compte dans l'échiquier mondial géopolitique. Donc, à chaque fois, il faut toujours contextualiser et changer sa perspective par rapport à un événement donné. Donc, ce qui est valable, par exemple, pour les Russes n'est pas valable pour les Israéliens, par exemple. Ce qui est valable pour les Chinois lors de l'organisation des Jeux d'hiver, par exemple, à Pékin, n'est pas valable pour Paris, alors qu'il y a exactement presque le même blocus dans les villes. Donc, voilà, il faut toujours se remettre en perspective et penser que derrière les slogans et derrière les messages qui sont nécessaires, il y a toujours une réalité qui nous rattrape. Et c'est une réalité qui est aussi propre au sport, c'est la politisation du sport. C'est une réalité aujourd'hui. Le sport est utilisé pour des fins purement politiques. D'ailleurs, Macron a évoqué une trêve olympique et politique. Bon, il a mélangé les deux carrément, à l'occasion de ces JO de Paris. Un mot peut-être sur les têtes d'affiche de cette édition, Hamza Chlef, et surtout de nos athlètes. C'est ça, c'est ce qui nous intéresse, qui intéresse les téléspectateurs. Moi, Les 60 athlètes que nous avons, qui nous représentent, qui représentent les couleurs nationales à Paris. Je vais aller, pour parler de manière globale, je vais aller par nation. On parle toujours des États-Unis et de la Chine. Ça ne va pas sortir de ces deux têtes d'affiche. Peut-être il y a un pays qui avance... qui avançait doucement mais sûrement, mais maintenant qui s'impose de plus en plus dans tous les sports, c'est l'Espagne. On en avait parlé, moi c'est Aziz récemment, c'est l'Espagne. Côté sport collectif, ils sont aujourd'hui les meilleurs en Europe. Tennis, on voit que chaque fois il y a un nom qui prend l'héritage et qui s'impose. Aujourd'hui Alcaraz, 21 ans, on voit les exploits qu'il réalise. Exact. Côté athlétisme, ils se font une place aujourd'hui dans des courses que les Africains dominaient auparavant, parce qu'on est à 14 km, ils sont à 14 km de l'Afrique, et donc il y a des ressemblances. Monsieur Aziz est le mieux placé pour nous les expliquer, donc c'est l'Espagne. Après, revenons au Maroc, on parle de Soufiane Boukhari, c'est notre, je pense que c'est le seul nom favori pour avoir une médaille d'or, si l'on reste dans la logique. Dans un second degré, il y a Khadija Al-Mardi en boxe, qui est dans une dynamique positive et qui a une revanche à prendre pour justement peut-être réaliser ce qu'on n'a jamais réalisé au niveau de la boxe. C'est une médaille d'or. Il faut souligner que la boxe marocaine est présente seulement par des visages féminins. Et 18 sur 60, 18 femmes composent cette délégation marocaine. Ouais, et l'absence de la boxe masculine, il faut le souligner. Voilà. Donc nos deux médailles peut-être pas dans la poche, mais on est favori pour les avoir, c'est Bakkali et Khadija Mardi. Et puis, c'est les élites. Et puis, il y a le second degré, on parle de Gardadi en marathon, on parle aussi de Yasmine Moutsaki en boxe, on parle aussi de Ramzi Boukhiyam en surf, Fatem Zahra Fares taekwondo. Donc il y a et puis aussi Mathis canoë kayak. Voilà. Donc et puis peut-être qu'il y aura une petite surprise. On sait jamais. On connaît l'histoire des JO. C'est chaque jour on a une surprise dans une discipline, un nom qui surprend tout le monde, etc. Mais
Pour moi, Bakali, Khadija Mardi, et puis dans un second degré, Gardadi et les autres. Boukhiam, etc. Bien sûr, je me tourne vers Si Aziz Daouda. Alors, 60 athlètes, c'est quand même l'une des plus grandes délégations de l'histoire de la participation marocaine à des JO. C'est bien, 60. Oui, 60 avec 18 les footballeurs aussi, Voilà. parce qu'ils sont comptés de... Oui, mais bon, quand même. Oui, Nous sommes présents sur 19 disciplines, ça Si reste, Aziz. oui, ça reste la deuxième participation marocaine en termes de nombre. Nombre, voilà. Donc, après c'est quand celle de même Londres, important, ouais. effectivement. Donc c'est une bonne participation. Nous sommes présents dans 18 ou 19 disciplines sportives, dont certaines, les toutes nouvelles, qui viennent juste d'être admises et programmées, les sports urbains qui commencent à prendre leur place et à se tailler une petite place dans le milieu olympique. Et c'est tant mieux, parce qu'il y a une mouvance, il y a une tendance vers ces sports qui est quasiment universelle. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a introduit des sports qui étaient beaucoup plus régionaux qu'autre chose. Par exemple, quand on a introduit le karaté ou quand on a introduit le judo à un moment donné, etc., c'était des sports d'une certaine région du monde. Mais bon, des régions influentes qui avaient pu justement imposer ce genre de sport. Pour une fois, on introduit des sports que tout le monde pratique. Les sports urbains sont présents quasiment dans tout le monde. Ouais. Et donc, pour moi, c'est un progrès réalisé par le CIO que de regarder cet aspect-là aussi de ce que demande cette jeunesse du 21e siècle, qui peut-être petit à petit se détache de certains sports qu'elle ne... L'athlétisme Peut-être de l'athlétisme, peut-être de la boxe, peut-être de je ne sais je vous quel interpelle sport. sur l'athlétisme, justement. Bon, l'athlétisme reste le sport roi des Jeux Olympiques, parce qu'à partir de l'athlétisme que les Jeux Olympiques sont nés, tous les autres sports sont venus après. Bon, maintenant, les Jeux, malheureusement pour l'athlétisme, aux prochains Jeux, ils ne vont plus être dans la deuxième semaine, parce que jusqu'à aujourd'hui, on considérait qu'on terminait par l'athlétisme, qui était le sport roi des Jeux Olympiques. Bon, mais ce sport, malheureusement, est en train de reculer. Le constat qui vient d'être fait, enfin la décision qui vient d'être faite, que pour les Jeux d'après, l'athlétisme va passer en première semaine. Vous voyez, ce qui va un peu changer la donne. Mais bon, cela n'enlève rien aux exploits qui vont être réalisés. C'est là où l'Afrique va être le plus présente. Notre espoir en tant qu'Africain, c'est d'avoir au minimum 3 pays parmi les 10 premiers classés en athlétisme. Parce qu'il faut savoir que les médailles les plus difficiles à avoir, c'est celles de l'athlétisme, parce que c'est le sport le plus universel. Vous avez parlé de 205 pays participants, mais dans certaines disciplines, c'est 16 pays, 18 pays, 32 pays, 29 pays, etc. En athlétisme, c'est au-delà de 200 pays. Donc la probabilité pour gagner une médaille en athlétisme est très, très, très élevée. Il y a que vraiment, il faut vraiment travailler, parce que c'est tous les continents, tous les pays du monde qui ont des prétentions. D'ailleurs, à la fin, vous allez voir que les Américains, qui risquent d'être les premiers en athlétisme, vont en gagner peut-être 6, 5, 7 médailles olympiques, pas plus, en athlétisme. Vous voyez, sur les 49 et quelques médailles qui sont desservies en athlétisme. Mais par contre, vous allez trouver des petits pays qui ne sont pas très connus dans le monde des sports. Vous allez retrouver la Colombie au triple saut dames, par exemple. Vous allez retrouver des pays d'Afrique, bien évidemment le Kenya, l'Éthiopie. On ne peut pas trouver un Marocain en 400 mètres. Non, mais ou une Marocaine. Au 400 mètres, par le passé, c'était possible. Malheureusement, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ceux qui nous représentent aujourd'hui sont des jeunes qui ont un bon potentiel. Quand on parle de Sofiane, c'est le meilleur. C'est le meilleur, véritablement. Bon, tout ce qu'on va espérer, c'est que la blessure qu'il a connue, parce qu'il a été blessé quand même assez longtemps cette année, ne l'affecte pas. Et ce qui m'a réconforté, moi, personnellement, c'est de ne pas le voir dans les meetings. Ouais. Parce que c'est une façon pour lui d'arriver frais à ces Jeux Olympiques. Parce qu'il faut savoir que pour gagner une médaille olympique en athlétisme, c'est 3 tours. Donc c'est un premier tour, une demi-finale et une finale. Bon, au steeple, ça peut être une demi-finale directement vers la finale, en fonction du nombre d'athlètes présents. Mais c'est quand même compliqué que de courir 2 fois 3000 mètres steeple. C'est pas rien. Vous savez, parce que l'athlétisme est un sport one shot. Donc quand vous courez un 100 mètres, ça ne se répète pas. Ben oui. Vous voyez, donc ou vous passez ou vous ratez. Et donc, moi, je me rappelle les premiers tours. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis content pour l'équipe du Maroc, parce que le premier match, l'entame, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous ratez le premier tour, il est difficile pour vous de redresser la tête. Alors bon, il y a des façons de faire. Ce que j'espère, c'est que l'encadrement marocain soit à la hauteur justement pour pouvoir accompagner ces sportifs et les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et je ne parle pas que des conditions matérielles.
Je ne parle pas que des primes promises, que des équipements, etc. Mais il y a cela, ça m'a interpellé quand je suis allée sur la page du Comité national olympique. Il y a eu beaucoup, justement, ces incitations pécuniaires. Pourquoi pas? Voilà ce que vous gagnerez. Mais ne font pas la combien vous gagnerez si vous remportez la médaille d'or, de bronze ou d'argent? Ce qui fait la différence, ce n'est pas ça du tout, croyez-moi. Les sportifs qui sont là-bas, ce n'est pas pour l'argent qu'ils y sont. Ils y sont pour leur carrière, pour leur gloire personnelle, avant d'y aller pour l'argent. Et pour le pays aussi, quand même. Non, personnel, bien sûr, qu'ils représentent un pays. Ils le font avec les couleurs du pays. Oui. Ils sont heureux par la suite d'entendre entonner l'hymne national, c'est qu'on vient d'entendre de façon philharmonique, parce que c'est très bien joué aux Jeux Olympiques. Les cérémonies de remise de médailles sont juste quelque chose d'un moment magique. Donc tous les sportifs rêvent de ça. Mais ce qui compte aujourd'hui, bien évidemment, on fait fi de la préparation. J'espère que tout le monde se soit bien préparé, etc. C'est la façon de préparer les compétitions. C'est la façon d'être. Je ne sais pas comment vous le résumez. C'est le contact, c'est un tout, mais c'est dans le comportement, c'est dans... vous savez, un dirigeant qui dit un mot déplacé, genre un encouragement, mais mal placé, peut déranger, par exemple. Oui. Vous savez, quand vous rencontrez un dirigeant le matin et que vous dites « en forme, des fois, ça... Ouais. Ou dire à quelqu'un, par exemple, « ma tchafch ». Ah oui. C'est psychologique, bien évidemment. Voilà, il y a un professionnalisme aussi à avoir dans ce comportement, j'espère. Parce que j'ai vu, ce qui m'a enchanté, c'est que j'ai vu que dans l'équipe de la délégation, il y a des préparateurs mentaux, etc. J'espère qu'ils vont faire le travail convenablement et que les dirigeants aussi vont faire le travail convenablement, de façon à mettre les sportifs dans les meilleures dispositions possibles. Alors, pour mettre aussi les sportifs dans les meilleures dispositions, il faut un appui. Est-ce Amine Amri, peut-être c'est un préjugé de ma part, mais on sent que les Marocains ne s'intéressent plus en fait à l'athlétisme. Bon, même au football avant Qatar, on avait abandonné le soutien de l'équipe. On sent quand même que le public marocain, mais plus, je me rappelle, à titre personnel, mon enfance, les JO, on regardait ça, on ratait aucune épreuve, même celle où le Maroc n'était pas représenté. Quand il y avait Wita ou la Moutaoukil qui compétaient, mais pourquoi ce changement d'attitude vis-à-vis de ces Jeux par rapport au public marocain, bien naturellement? Par rapport au public marocain, il n'y a pas 36 réponses, c'est l'absence de champions. C'est l'absence de champions. Vous avez bien évoqué l'exemple du foot, qui entre les années, on va dire 2008 et 2016-2017, l'équipe nationale ne faisait clairement pas caisse. Il n'y avait plus personne dans les stades, ou alors quelques centaines de personnes qui venaient pour assister aux rencontres de l'équipe nationale. Mais dès que la machine s'est remise à tourner, à atteindre la Coupe du Monde, à atteindre des taux plus ou moins avancés de la CAN, et qu'on a commencé à voir des champions de haut niveau marocains représenter les couleurs nationales dans des clubs du top niveau mondial, il n'y a pas de recette miracle. C'est soit on a des champions. Par exemple, je vous donne un exemple. Dernièrement, on avait vu Soufiane Bakkali être sacré champion du monde aux 3000 mètres steeple. Je peux vous garantir que les cafés étaient pleins à craquer de gens qui voulaient regarder cette finale-là. Donc voilà, c'est où vous avez des champions et qui vont drainer un maximum de gens et qui vont faire tourner un peu toute la machine sportive, parce que qui dit champion dit exposition, qui dit exposition dit sponsoring, et tout va main dans la main. Ça veut dire qu'il y aura plus de gens qui vont regarder, plus de gens qui vont suivre les infos, qui vont plus s'intéresser, qui vont avoir un peu plus de pression par rapport aux dirigeants même de la fédération, aux entraîneurs qui vont être à jour. Et donc voilà, il faut remettre la machine sur les rails, et dès qu'on commencera à avoir des champions, quand on voit par exemple Khadija Mardi, c'est un excellent exemple. C'est une dame qui a bravé une tragédie personnelle, qui a bravé beaucoup de difficultés, beaucoup de stéréotypes, et qui est finalement terminée par être la première championne du monde marocaine en boxe, et qui a beaucoup, Inch'Allah, beaucoup de chances pour remporter une médaille à Paris. Donc on voit Quelles sont les autres chances de médaille pour vous parce que j'ai fait le tour de table, c'est Aziz, les pronostics de Hamza aussi, les vôtres, Amine?
On espère un doublé, un triplé même historique pour Soufiane, Inch'Allah, à Paris. Comme a dit si Aziz, sa saison a été un peu impactée par les blessures. Toujours dans l'athlétisme, il y a Fatem Zahra Gerdadi, dans le marathon, il y a Zouhair Talbi aussi. Et je n'ai plus beaucoup, malheureusement, je n'ai pas trop confiance dans les compétitions de demi-fond, où on régnait pourtant il y a juste quelques années. Mais je mise une petite pièce quand même sur Mathis Soudi, sur Ramzi Boukhia. Il faut savoir qu'il a joué les phases finales du championnat du monde de surf cette année et qu'il s'est classé dans le top 8, ce qui lui a permis d'être qualifié directement pour Paris 2024. Donc voilà, les chances sont là. Mais comme a dit Aziz, il y a un facteur très très important. On l'a vu, moi je l'ai vu de mes propres yeux à Tokyo, c'était une préparation mentale qui était, on va dire, défaillante pour plusieurs raisons, sans pour autant jeter en pâture les dirigeants ou les joueurs ou les entraîneurs. Il y a eu plusieurs raisons qui ont fait que la préparation mentale était catastrophique avant les JO de Tokyo, et ce qui a fait que sur les athlètes, sur la majorité des athlètes marocains, très peu ont réussi à passer le premier tour, ou alors s'ils l'ont fait, ils sont fait éliminer au deuxième tour, et on a terminé heureusement avec l'arbre qui cache la forêt, qui est la médaille d'or de Soufiane Boukali. Mais voilà, donc les JO ont beaucoup plus d'intérêt quand on est impliqué directement. Et comment être impliqué directement? C'est en ayant des champions. Pas plus ni moins. Et je pense qu'il y a aussi un autre facteur, et ça, il ne faut pas le nier, c'est que dans le monde du sport, le foot continue de gagner exponentiellement du terrain par rapport aux autres sports. Ça, c'est quelque chose qui est, je pense, qui est indéniable. Quand vous avez bien fait de le souligner déjà, quand on était gamin, on regardait même les championnats d'Europe de patinage artistique. Oui, ça vous dit l'idée. C'est vrai. De notre passion pour les sports. Oui. Mais maintenant, on arrive à peine à regarder un match entier de foot. Donc vous voyez qu'on est un peu à l'image de l'info, à l'image des news, à l'image des breaking news, à l'image des réseaux sociaux. On est tellement bombardé d'événements et de nouvelles que des fois, ça crée une sorte de désintérêt. Je ne dirais pas dégoût parce que le mot est fort, mais de désintérêt parce qu'il y en a trop. Et ça, je pense que c'est un facteur très, très important dans l'intérêt que peuvent avoir les gens pour les Jeux Olympiques. Exact. Et vous l'avez dit, il faut des champions. Et puis bon, il n'y a pas de miracle, il y a des recettes miracles. Parmi ces recettes, c'est la préparation. Un dernier mot, peut-être, messieurs, sur finalement le début de ces JO et comment vous les envisagez. Allez, je mets le pavé dans la mare. Aziz Daouda. Attendons déjà qu'ils commencent. Ils ont commencé pour nous. Ils commencent après-demain. Bon, voilà, après, ils ont commencé pour nous, on a vu. Ils n'ont pas commencé Allez, pour déjà, les autres. premier match, on sent qu'il y a des failles de sécurité parce que si le public arrive à la pelouse, il y a vraiment des questions à se poser sur les dispositifs sécuritaires de ces JO. Quoi qu'on dise, tout est barricadé, mais pourquoi faire finalement si un fan descend sur la pelouse? Exactement, et intente à la santé ou à l'intégrité physique d'un joueur ou d'un arbitre. Ou d'un arbitre, bien évidemment. J'espère que cette scène ne se répétera pas et que des mesures seraient prises pour éviter justement ça. Mais c'est le genre d'infrastructure aussi qu'on développe aujourd'hui dans le monde qui fait que des fois c'est possible. Mais bon, tous les pays ne sont pas identiques, les publics ne sont pas identiques, et il y a une question culturelle aussi dans cette affaire-là. Mais pour moi, ce que j'espère pour ces Jeux, c'est que le Maroc revienne avec le maximum de médailles possibles. Je dis possible, je ne dis pas. Combien le maximum? Non, on est en présence je suis en présence de 3 journées. C'est les journalistes généralement qui font les pronostics, pas les techniciens. En fait, ce que je sais, par exemple, c'est que notre équipe de football est performante. Elle vient de le démontrer. Je sais que nous avons de bons athlètes. Je sais qu'en escrime, nous sommes bons. Je sais qu'en surf, nous sommes bons. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pratiquement la même en breakdance, etc. Donc, j'ai la même information que vous. Et donc, mon espoir, c'est surtout que ça se passe bien. Vous voyez, après les médailles, c'est la cerise sur le gâteau. Mais que ça se passe bien, que les athlètes puissent réaliser leur meilleure performance. C'est-à-dire qu'ils soient au mieux de leur forme aux Jeux Olympiques. Ouais.
Un dernier mot, Hamza. Je vais saisir cette occasion donc, pour dire que je rejoins Amine, il faut arrêter justement de footballiser le sport national, parce qu'il n'y a pas que le foot. Et donc, nous-mêmes, journalistes et médias, on doit maintenir ce débat autour de l'omnisport et pas attendre les Jeux Olympiques pour se rappeler qu'on a d'autres sports à suivre et à discuter. Et puis, pour Khalil, il faut savoir que cette édition est très, très importante pour lui parce que s'il gagne, Inch'Allah, et je suis sûr qu'il va gagner, Inch'Allah, une médaille d'or, on peut dire qu'il va s'asseoir à la table des légendes parce que ça sera le premier Marocain à gagner 2 médailles d'or olympiques dans 2 éditions différentes. Hicham avait gagné 2 médailles dans la même édition, mais pour le cas de Soufiane, il sera le premier Marocain à l'avoir gagné dans 2 éditions. Merci. Et ça, c'est pas facile. Inch'Allah, on lui souhaite, Inch'Allah. Amine, dernier mot, rapidement. Dernier mot, j'espère que les messages et les slogans trouveront un peu plus de place dans le monde réel et que cette Olympiade, qui je pense la 33e Olympiade, permettra d'avoir une petite trêve parce que on aime le sport, on est passionné par le sport, mais on ne peut pas s'extirper à la réalité du monde. Et voilà, j'espère que nos athlètes marocains nous feront rêver, comme a dit Si Aziz. Pour moi, ce serait autant de fierté et de bonheur de voir des athlètes faire leur meilleure performance de l'année, par exemple, ou battre des records personnels, que de remporter des médailles de quelques couleurs qu'elles sont. Exact. Bon, déjà, on commence sur le bon pied parce qu'on vient de gagner quand même ce match contre l'Argentine envers et contre cet arbitre. Et comment ? Comment? Voilà, donc c'est un bon début en tout cas pour nos athlètes marocains qui nous représentent, dont nous sommes tous et toutes fiers et nous leur souhaitons bien sûr beaucoup de succès. Merci beaucoup messieurs, nous suivrons bien sûr plus tard les résultats de ces athlètes avec vous. Si Aziz Daouda, shukran bzaf. Si Hamza, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous également, Amine Amri. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée. Thank you.